La fête de l'insignifiance, Milan Kundera. Page 27. Les 80 perdrix. Après ces longues journées fatigantes, Staline aimait rester encore quelque temps avec ses collaborateurs et se reposer en leur racontant des petites histoires de la vie. Par exemple celle-ci. Un jour, il décide d'aller à la chasse. Il endosse une vieille parka, chausse des skis, prend un long fusil et parcourt 13 kilomètres. Alors, devant lui, sur un arbre, il voit des perdrix perchés. Il s'arrête et les compte. Il y en a 24, mais quelle poisse! Il n'a pris avec lui que 12 cartouches. Il tire, en tue 12, puis il se détourne, refait les 13 kilomètres jusque chez lui et prend encore une douzaine de cartouches. De nouveau, il parcourt les 13 kilomètres pour se retrouver devant les perdrix toujours perchés sur le même arbre. Et il les tue toutes. Cela t'a plu demande Charles à Caliban. Si c'était vrai, Staline qui m'avait raconté cela, je t'applaudirais. Mais d'où tiens-tu cette histoire? Notre maître m'a apporté en cadeau ce livre-ci, Les souvenirs de Khrouchtchev, édité en France il y a très longtemps. Khrouchtchev y rapporte l'histoire des perdrix telle que Staline l'avait racontée à leurs petites assemblées. Mais d'après ce qu'écrit Khrouchtchev, personne n'a réagi comme toi. Personne n'a ri. Tous, sans exception, trouvaient absurde ce que Staline leur avait raconté et étaient dégoûtés par le mensonge. Pourtant, il se taisait, et seul Khrouchtchev a eu le courage de dire à Staline ce qu'il pensait. Charles ouvrit le livre et lut lentement à haute voix. « Quoi? Tu veux vraiment dire que les perdrix n'avaient pas quitté leur branche ?» Parfaitement, répond Staline. Elles étaient restées perchées au même endroit. Mais l'histoire n'est pas finie, car il faut que tu saches qu'à la fin de leur journée de travail, tous se rendaient à la salle de bain, une grande salle qui servait aussi de toilette. Imagine. Sur un mur, une longue rangée d'urinoirs, sur le mur d'en face, des lavabos. Des urinoirs en forme de coquille, en céramique, tous colorés avec des ornements en motif de fleurs. Chaque membre du clan de Staline avait son propre urinoir, créé et signé par un artiste différent. Seul Staline n'en avait pas. Et il pissait où, Staline? Dans un cabinet solitaire de l'autre côté du bâtiment. Et puisqu'il pissait seul, jamais avec ses collaborateurs, ceux-ci, dans les toilettes, se trouvaient divinement libres et osaient dire enfin, à voix haute, tout ce qu'ils étaient obligés de taire en présence du chef. Notamment ce jour où Staline leur a raconté l'histoire des 24 perdrix. Je vais te citer encore Khrouchtchev. En nous lavant les mains, dans la salle de bain, nous crachâmes de mépris. Il mentait, aucun de nous n'en doutait. Et c'était qui ce Khrouchtchev? Quelques années après la mort de Staline, il est devenu le chef suprême de l'Empire soviétique. Après une pause, Caliban dit « La seule chose qui me paraît incroyable dans toute cette histoire, c'est que personne n'a compris que Staline blaguait. » Bien sûr, dit Charles, et il reposa le livre sur la table. Car personne autour de lui ne savait plus ce qu'était une blague. Et c'est pour cela, à mes yeux, qu'une nouvelle grande période de l'histoire annonçait sa venue. Voilà. Kundera, la fête de l'insignifiance. Alors, voilà, c'est un Olny, jeter une lumière sur les problèmes les plus sérieux du monde et en même temps ne pas prononcer une seule phrase sérieuse, être fasciné par la réalité du monde contemporain et en même temps éviter tout réalisme. Voilà, c'est la fête de l'insignifiance, drôle de rire, inspirée par notre époque, qui est comique parce qu'elle a perdu tout sens de l'humour. C'était la 4e de couverture. Encore un petit passage. Les gens se rencontrent dans la vie, bavardent, discutent, se querellent, sans se rendre compte qu'ils s'adressent les uns aux autres de loin, chacun depuis un observatoire dressé à un lieu différent du temps. Après une pause, Charles dit « Le temps court. Grâce à lui, nous sommes d'abord vivants, ce qui veut dire accusés et jugés. Puis nous mourrons et nous restons encore quelques années avec ceux qui nous ont connus.
Mais très tôt, un autre changement se produit. Les morts deviennent des vieux morts, personne ne se souvient plus d'eux et ils disparaissent dans le néant. Seuls quelques-uns, très très rares, laissent leur nom dans leur mémoire, dans les mémoires. Mais, privés de tout témoin authentique, de tout souvenir réel, ils se transforment en marionnettes. Mes amis, je suis fasciné par cette histoire que Khrouchtchev raconte de ses souvenirs. Et je ne peux pas me débarrasser de l'envie d'inventer, d'après elle, une pièce pour le théâtre des marionnettes. Et un dernier passage. L'arbre d'Ève. Ramon cherchait un taxi et Alain était assis sur le parquet de son studio, appuyé contre le mur, la tête baissée. Peut-être s'était-il assoupi. Une voix féminine le réveilla. « J'aime tout ce que tu m'as déjà raconté, j'aime tout ce que tu inventes, et je n'ai rien à ajouter, sauf peut-être à propos du nombril. Pour toi, le modèle de la femme anombrilique, c'est un ange. Pour moi, c'est Ève, la première femme. Elle n'est pas née d'un ventre, mais d'un caprice, un caprice du Créateur. C'est de sa vulve à elle, la vulve d'une femme anombrilique, que le premier cordon ombilical est sorti. Si j'en crois la Bible, sont sortis d'elle encore d'autres cordons, un petit homme ou une petite femme accrochés au bout de chacun. Les corps des hommes restaient sans continuation, complètement inutiles, tandis que du sexe de chaque femme, un autre cordon sortait, avec à son bout une autre femme ou un autre homme. Et tout cela, répété des millions et des millions de fois, s'est transformé en un immense arbre, un arbre formé par l'infini des corps. Un arbre dont le branchage touche le ciel. Et imagine-toi que cet arbre gigantesque est enraciné dans la vulve d'une seule petite femme, de la première femme, de la pauvre Ève anombrilique. Moi, quand je suis devenue enceinte, je me voyais comme une partie de cet arbre, suspendu à un de ses cordons. Et toi, pas encore né, je t'imaginais planant dans le vide, accroché au cordon sorti de mon corps. Et dès ce moment, j'ai rêvé d'un assassin qui, tout en bas, égorge la femme anombrilique. J'ai imaginé son corps qui agonise, meurt, se décompose, si bien que tout cet immense arbre qui a poussé d'elle, devenu d'emblée sans racines, sans fondement, commence à tomber. J'ai vu l'infinité de ses branches descendre comme une pluie géante. Et comprends-moi bien, ce n'est pas de l'achèvement de l'histoire humaine que j'ai rêvé, de l'abolition de l'avenir. Non, non, ce que j'ai désiré, c'est la totale disparition des hommes avec leur futur et leur passé, avec leur commencement et leur fin, avec toute la durée de leur existence, avec toute leur mémoire, avec Néron, Napoléon, Bouddha, Jésus. J'ai désiré l'anéantissement total de l'arbre enraciné dans le petit ventre anombrilique d'une première femme bête qui ne savait pas ce qu'elle faisait et quelles horreurs allaient nous coûter son misérable coït, que certainement ne lui avait pas donné la moindre jouissance. Voilà, Kundera, la fête de l'insignifiance. C'est un folio, ça vaut 2 balles et c'est un régal. Voilà, bisous.